Les Pygmées au Cameroun, comme leurs congénères au Congo, en République centrafricaine ou au Gabon, vivaient traditionnellement de la pêche, de la chasse et de la cueillette. Mais depuis les indépendances dans les années 60, voire un peu plus, l'État a entrepris de les sédentariser. Par la même occasion, celui-ci et ses partenaires ont multiplié l'exploitation des ressources forestières. Obligés de quitter la forêt pour désormais se réfugier dans des villages de fortune pour certains et bâtis pour la circonstance pour d'autres, les Pygmées doivent aujourd'hui trimer pour répondre à l'un de leurs besoins physiologiques pressants, manger. Mais comment? Quoi? À quel prix? Mieux, quelle est l'incidence de ce changement dans leur mode alimentaire, dans leur vécu quotidien? Pour répondre à ces questions, la localité de Lomia a été choisie comme site d'observation dans la région de l'Est. Elle abrite un nombre important de baka. Elle est située à 126 km d'Abomban, le chef-lieu du département du Ognon, en plein cœur du bassin du Congo, deuxième poumon de la planète, et à 353 km de Yaoundé, la capitale politique du Cameroun. Nous sommes ici au campement Payou, à 25 km du centre-ville de Lomé. Les repas oscillent entre les produits obtenus dans les boutiques du village ou de la ville et le souvenir lointain de la bonne vieille tradition, la chasse, la pêche et la cueillette. Nous sommes déjà en route depuis que nos parents nous ont fait sortir en route là. On fait tout, on travaille les champs pour trouver les vivres. On mange le manioc, on mange le plantain, les macabos, les ignames et tout. Et on fait aussi la chasse. Comme on ne peut pas oublier les choses de la brousse, on fait encore les chasses, on rentre, on amène au village. Ça nous permet aussi de vivre. On mange, on va un peu pour trouver le savon. Parce que lorsque tu pars, au moins, c'est fait 2-3 jours en forêt, n'est-ce pas? C'est là où ça change les cléments. Et aussi, ça change au moins de quoi manger. Parce que lorsque tu entres en forêt, tu manges. Ce que tu manges là-bas n'est pas comme celui du village, oui. Ce que tu prépares en forêt n'est pas aussi comme les femmes préparent ici au niveau du village. Dans le village voisin, situé à 15 km de là, Mwangue le Bosquet rythme également à la même cadence. Il a également fallu s'adapter. Ils sont avec la boutique ici pour payer le pétrole. Ils payent les savons, ils payent les sardines, ils payent tout et tout ici. C'est nous. Ici, le riz, ils payent ici au Bosquet. Oui, aujourd'hui, le baka se nourrit de tout au village et aussi de ce qui est en forêt. Parce qu'avant, le baka se nourrissait de ce qui était purement en forêt. Comme la forêt, on ne pratique pas ça régulièrement. Il y a un changement. Le baka cultive, il fait les champs, il achète aussi la nourriture. Quand il n'a pas, il part au marché, il achète, il vient nourrir sa famille. Il crée des champs, des plantations. Seulement cette sédentarisation a un coût parfois très élevé, puisque les produits comme l'alcool font des ravages au sein de la communauté baka. Il y a aussi l'avènement des stupéfiants tels que l'alcool, avec les sachets qui sont à proximité à cause déjà du prix qui est très abordable pour ce peuple-là. Nous constatons quotidiennement que les baka, quand ils descendent ici, ils s'adonnent tellement à la consommation du
fighter. Je me rappelle, il y a de cela 2 ans, j'avais fait la connaissance d'un monsieur de ce secteur. Il me disait que il suffit simplement d'avoir le fighter ou bien le motoro pour donner à ces gens pour qu'ils viennent les aider à faire leur champ. On les amène à l'hôpital. Si c'est déjà que la personne meurt là sur place parce qu'il a trop bu. Et ici au village, quand quelqu'un a bu beaucoup et qu'il est mort, on fait maintenant comment? On l'enterre, mais là, ou bien on attend un peu? On attend un peu. Combien de jours? Bon, même pendant une journée comme ça, même toute la nuit, on est là pour voir si on peut se réanimer. Tu augmentes, n'est-ce pas? Je peux dire ceci. Toi, tu ne vois pas, n'est-ce pas? Mais moi, lorsqu'on est ensemble, on arrive au moins c'est ici, là, dans la maison-ci. On est là, moi, je bois. Mais quand on sort dehors, là, moi, je dis que toi, tu bois. Alors que ce n'est pas alors que ce n'est pas toi qui a bu. Plutôt, c'est moi qui a bu. C'est là où le nom de Baka passe, manque oh, les Baka exagèrent, les Baka font ceci, font cela. C'est au moins c'est ça. À ce niveau, nous essayons de sensibiliser puisque nous avons les cas de maladies qui proviennent de l'hôpital liés à l'alcool. Tout moment, nous sommes interpellés. Comme la semaine passée, là, nous avons une dame là qui a été frappée. On nous a dit que c'était l'alcool qui était la cause. Nous essayons de les sensibiliser. Nous ne pouvons pas les retenir puisqu'ils ont actuellement leurs propres moyens. Donc c'est une tâche vraiment compliquée pour nous. Bien plus, il faut travailler dur pour avoir de quoi manger. Travailler pour satisfaire ses besoins est une véritable corvée pour les Bakaldo, qui doivent par ailleurs composer avec des commerçants véreux. Ils n'ont pas assez d'argent pour s'approvisionner des produits qui viennent de la boutique. Ils font assez de petits jobs. Ils travaillent surtout dans les champs des autres. Ils vont le matin, ils reviennent le soir. On peut les payer 500 la journée, 1000 francs la journée. Et parfois même simplement les vivres qu'on leur donne. Et quand ils ramènent ces 500 francs là, c'est la fête. Voilà. Les Bantous qui viennent ici, c'est nous. Je ne veux pas compter, je n'ai pas dit au sous-préfet. Oui. Parce qu'on a venu pour tomber des Bakas. Quand le moment des mangos, ça arrive. Le moment des mangos, ça arrive comme ça. Tu dis ça ici, un combo de 2 litres. C'est comme ça. Le Bantou, il dit, non, le prix n'a pas arrangé là-bas. Maintenant, c'est 3000. Oh, c'est 3000? Oui, c'est 2000 comme ça. Je n'ai pas arrangé le prix là-bas. Des mangots, oui. Je veux dire des mangots. Ouais. On donne 2000. Vraiment. Et le kilo du riz à 100 francs. 20. Oui, le vert. Le vert n'est pas un peu gros. Oui, c'est 1 kilo. Si vous avez peut-être 1 kilo de riz. Parce qu'on ne peut pas jouer dans le commun comme ça. Ce qui est en bref ici pour ne pas vous tromper, nos frères Bantous nous dérangent, nous prétiennent beaucoup. On nous prend la journée à 500. Il y a parfois celui qui est gentil. On peut dire qu'il peut préparer un peu de morceaux de manioc et puis il donne les petits choses. Et puis après il donne les 500 par personne. De nos jours, on constate que ces hommes sortent de plus en plus de leur milieu naturel. Ils se retrouvent avec nous et pour vivre et pour consommer les produits que nous avons sur place, ils sont obligés de travailler. Et quand ils travaillent, on leur donne un peu de rémunération en dehors des gibiers qu'ils peuvent prendre en bourse. Personnellement, quand j'essaie d'observer ces rapports, je me dis que ça dépend de la perception de ces Bakas et
populations, des populations qui vivent ici à Lomé. Le Baka, par exemple, pense qu'il vient aider quelqu'un qui est dans le besoin d'une main-d'œuvre. Dans sa gentillesse, dans sa générosité, il sort de son milieu, il vient aider. Mais celui qui cherche à le prendre pour main-d'œuvre voit autre chose. À ce niveau, je me dis que le sentiment qui anime les travailleurs, qui les recrutent, c'est l'exploitation. On les exploite parce que tout le monde sait que le salaire qu'on leur donne, le salaire journalier, tourne autour de 500 francs, et accompagné d'un fighter. Quand quelqu'un passe toute une journée dans votre champ et que son salaire, ce n'est que 500 francs, ce n'est que pure exploitation. L'État, conscient de la situation qu'il a provoquée, à travers ses démembrements et les communes, essaie de panser une plaie qui n'a de cesse de se gangréner. Et pour quel résultat? Je dois dire qu'il n'y a pas, à proprement parler, au niveau de la commune, de programme spécifiquement Baka. Mais il y a un ensemble d'actions que la commune mène en faveur des populations. De façon spécifique pour les Baka, nous mettons beaucoup plus l'accent sur l'éducation. Et nous travaillons également dans le domaine de la santé avec une organisation non gouvernementale qui coopère avec nous. Donc la mairie travaille plutôt en partenariat avec certaines organisations pour ce qui est de la santé des Baka, pour ce qui est de l'éducation des jeunes Baka. En dehors de cela, la mairie a des programmes généraux pour l'ensemble des populations. Ces programmes qui visent l'élévation du niveau de vie des populations à travers leur implication dans les activités agro-pastorales. Nous, au niveau de la mairie, nous avons un programme pour les Baka, mais elle n'est pas basée sur l'alimentation. Nous avons ce programme au niveau du développement, au niveau sanitaire, l'éducation, dans le sens politique. C'est un peu notre programme au niveau de la mairie avec les Baka. Nous les accompagnons dans l'éducation, dans la santé. En parlant un peu de l'agriculture, nous encourageons l'agriculture au niveau des Baka. L'école contribue également à sa manière à détacher le Baka de son être profond, la forêt, source d'aliments, gage de la pérennisation de leur culture. Nous avons les élèves Baka au lycée bilingue de Lomier. En 2017, ils étaient un peu plus nombreux. Ils ont bien intégré la communauté éducative parce que ce dont je vous parle, c'est ceux qui continuent de venir à l'école. Et ils sont déjà dans les grandes classes. Baka reste ouvert au monde actuellement, surtout ceux qui viennent à l'école. Ils sont ouverts au monde dans la mesure où ils apprennent au même titre que les autres. Ils ont la volonté de connaître. On les découvre dans les groupes d'études où ils cherchent à apprendre avec les autres, où ils se comportent comme les autres. Dans le travail, on ne peut pas discerner qui est petit, qui ne l'est pas, qui est zimé, qui ne l'est pas. Ils travaillent de la même manière et le succès vient au même titre que les autres. Dans les attitudes alimentaires, on les voit partager la nourriture avec les autres. Ils mangent sans complexe ce que les petits préparent. Ils achètent le pain, ils mangent normalement comme tout le monde, sans complexe vraiment. Les conséquences sont en réalité catastrophiques. Les valeurs culinaires et culturelles Baka se perdent. Il faut dire que ce qui a changé dans la vie de l'homme Baka en termes d'alimentation, c'est déjà l'absence même de l'aliment tel que le miel. On se rappelle très bien que ce peuple autrefois vivait de la chasse et de la cueillette, mais il devient de plus en plus difficile pour l'homme Baka d'attraper un gibier, de faire même les rites traditionnels avec la chair de l'éléphant qui devient aussi de plus en plus rare dans la localité. Bon, maintenant, si nous sommes habitués déjà à manger les choses du village, comme on est vite en forêt, nous ne sommes plus encore habitués avec les choses de la forêt. Maintenant,
Le rapport avec le bantou pendant ce temps est plus qu'inégal, voire tumultueux. L'homme Baka se meurt. S'agissant de leur nutrition, il faut d'abord comprendre que la nutrition a beaucoup de pans. La nutrition nous aide à rester en vie, mais la nutrition a beaucoup de fonctions aussi. La nutrition a une fonction sociale, elle a une fonction physiologique, une autre fonction qui est une fonction spirituelle, une nourriture liée à votre culture. D'ailleurs, nous allons un peu plus en profondeur. Certaines nourritures sont agréables, sont bonnes, ne sont pas nocives pour le corps, pour la chair. Culturellement, ne sont pas appropriées. Culturellement consommables, c'est celles qui ont été léguées dans le temps par certaines qui sont de plus en plus utilisées ou usitées. Le changement de paradigme, le changement de comportement nutritionnel va obligatoirement entraîner un déséquilibre fondamental, un déséquilibre total dans leur environnement. Obligatoirement abandonner le savoir ancestral qu'ils disposent, que nous ne disposons pas. D'ailleurs, c'est pour cela que nous allons chez eux lorsque nous sommes victimes d'un certain nombre de malheurs. Nous allons chercher le réconfort chez les pygmées, nous allons chercher le savoir chez les pygmées, nous allons chercher la santé chez les pygmées. Amener les pygmées à devenir des vendeurs, des grands cultivateurs et donc des gens qui ont soif de l'argent. Ils seront des esclaves au lieu d'être des maîtres qu'ils ont été longtemps dans l'écosystème. Vouloir changer la vie des pygmées pour qu'ils commencent à vendre, qu'ils commencent à devenir des hommes qui recherchent l'argent. Pour moi, c'est fondamentalement dénigrer tout le savoir, toute la continence que les pygmées ont de la vie du monde. C'est les dépositaires à l'heure actuelle de la vie, les vrais dépositaires de la vie humaine. C'est vouloir faire rentrer les pygmées dans un capitalisme sauvage, dans une mondialisation qui ne prend pas en compte les communautés et le savoir des communautés à partir de leur endogénéité. Malgré cette mort culturelle, quasi certaine pour les Baka, qui se vit à travers la perte de leur héritage culinaire, ceux-ci ont saisi les enjeux d'une modernité construite sans eux. On a, je crois, 2 associations qui travaillent pour défendre l'autonomisation de l'homme Baka. Ce qu'on peut demander à l'État, on peut demander à l'État le matériel agricole. C'est-à-dire, par exemple, les machettes, les limes, la tronçonneuse. C'est ça qui l'abattage nous dépasse. On peut demander à l'État de trouver aussi les semences. Parce qu'il y a des semences qui nous manquent ici. Parce que par exemple, les semences d'arachide, les concombres, les semences d'igname, on n'a pas eu ça. Il y a une organisation, PIDMA, qui nous a appuyé dernièrement en semences, en bouture de manioc. Oui, et que c'est ça que les gens ont planté. Et PIDMA aussi nous avait appuyé dernièrement en matériel, un peu de petits matériels agricoles. Oui, et ce n'était pas suffisant pour le village. C'est que nous, on cultive beaucoup le plantain, le manioc, parce qu'on n'a pas les semences de cacao. Mais dernièrement, on demande avec les ONG de nous trouver les semences de cacao. Mais est-ce suffisant? Là reste toute la question. L'État doit apparemment faire plus dans un sentier qui est connu des organisations non gouvernementales qui œuvrent en faveur des peuples autochtones et pour leur prise en compte réelle dans les politiques publiques. Ainsi va la vie à Lomé, ville touristique, ville culturelle, ville historique pour les Baka, contraints d'abandonner progressivement leurs savoirs ancestraux, aussi bien sur le plan culinaire que culturel. Ils ont su s'adapter dans un monde qui leur était autrefois étranger. Si les biscuits, le lait artificiel ou autres alcools ont acquis droit de cité dans leur alimentation,
Il n'en demeure pas moins que les produits de la forêt occupent encore une place importante dans leur quotidien. Mais pour combien de temps? Tant il est vrai que le gibier se fait de plus en plus rare et que la déconnexion à la forêt devient une réalité aux conséquences multiples. Quant au bantou, l'exploitation des baka reste une activité fructueuse. Ainsi s'achève le parcours qui nous a menés à Lomé, qui abrite des baka enclins à des changements du point de vue alimentaire, physiologique et spirituel, voire sociopolitique. L'histoire récente du Cameroun veut justement que les baka, considérés comme peuple autochtone, aient accès à la citoyenneté camerounaise au même titre que les bantous qui en sont d'ailleurs les acteurs majeurs. Alimentation Baka pour la vie, pour la mort est une production qui a bénéficié du soutien de Rainforest Journalism en partenariat avec Pulitzer Center. Rainforest Journalism traite avec les journalistes des problématiques environnementales liées aux forêts humides dans le bassin du Congo, en Amazonie et en Asie du Sud-Est.